5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, c'est terminé. On parle désormais de Renaissance nationale. Le parti était en congrès ce week-end pour poser les bases des styles d'un nouveau renouveau. De renouveau, j'allais dire, renaître pour conquérir, c'était d'ailleurs le thème mobilisateur. Malgré le changement de nom, le parti va-t-il pouvoir s'imposer sur l'échiquier politique national où le rapport de force semble clairement se dessiner avec les trois partis qui siègent aujourd'hui au Parlement? Changement profond, refonte totale ou du bruit pour pas grand-chose? Nous faisons le débat. Et puis, les dettes du PPEA 2 seront réglées en Conseil des ministres. Mercredi 13 décembre dernier, le gouvernement a autorisé le paiement des prestataires relatives au dossier validé par le comité interministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement PPEA 2, un programme triennal d'accès à l'eau potable financé par la coopération néerlandaise. En 2015, un audit diligenté par les Pays-Bas avait révélé une fraude de 2,6 milliards de dollars. L'affaire avait alors conduit à la démission du ministre de l'énergie de l'époque, Barthélémy Cassa. En 2017, un non-lieu avait été prononcé pour les 12 personnes inculpées. Le motif, pénalement, il n'y a pas de responsabilité car ils ont agi sous le commandement d'une autorité légitime. L'affaire est-elle définitivement classée? Connaîtra-t-on un jour les fautifs? Analyse à suivre. Et puis, la CEDEAO reconnaît officiellement le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet dernier. Dans un communiqué publié jeudi dernier, l'institution a également annoncé la suspension du Niger de toutes ces instances jusqu'à rétablissement de l'ordre constitutionnel, jusqu'à sa 64e session qui s'est refermée il y a tout juste une semaine. L'institution qualifie encore la situation nigérienne de tentative de coup d'État. Cette nouvelle posture de la CEDEAO va-t-elle pouvoir enfin permettre de libérer Mohamed Bazoum, président visiblement et manifestement déchu? Évidemment, on essaie d'y répondre avec autour de la table un panel qui n'a pas, on va dire, qui ne ressemble pas aux autres, même si un des habituels francs-parleurs du lundi est resté. Alphonse Moïsoudé, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et en revenant dans l'arène, Ange Banouin, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman et bonjour téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes également écrivain. Et puis Josué Fortuné Merouinou, mon confrère du quotidien du service public. Bonjour et bienvenue Josué. Bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat matinal, ce forum de discussion. Et on s'intéresse, Alphonse Moïsoudé, à ce changement intervenu donc à l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui n'existe plus et qui devient Renaissance nationale. Le parti semble-t-il toujours en train de rechercher ses marques sur l'échiquier politique? Oui, vous savez que le parti, entre-temps, la présidente avait décidé de passer la main à quelqu'un d'autre et ça ne s'est pas bien passé. Elle a dû reprendre, Madame Sylvie de Chacus, en l'occurrence. elle a dû reprendre les rênes du parti. L'essentiel pour moi, c'est pas le changement de nom, renaître pour conquérir, c'est pas là le pouvoir. Quel est le mécanisme mis en place par ce parti-là pour conquérir le pouvoir? C'est vrai qu'en 2000, les dernières élections, le parti n'a rien eu. Donc il faudrait que pour les élections générales de 2026, que le parti change de stratégie. Parce que pour conquérir le pouvoir, c'est une affaire de stratégie. Quand vous regardez les gros morceaux qui sont sur le terrain, ça va l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, le Parti Les démocrates, FCBE. Bon, Moël Bénin se retrouve dans le même cas qu'on appelle la Renaissance nationale. Parce que il faut que ces partis-là se mettent ensemble. Parce que quand vous avez participé à plusieurs élections et que ça n'a rien donné, vous devez trouver une nouvelle stratégie. Moi, j'ai dit, écoute, ces partis-là, parce qu'aujourd'hui, pour avoir des élus, il faut avoir une envergure nationale. Est-ce que ces partis-là ont mesuré leur envergure nationale? Pour que c'est vrai, il faut changer le nom, les objectifs sont les mêmes. Quelles sont les stratégies mises en place pour conquérir le pouvoir? Parce que nous avons 3 élections en 2026. Est-ce que ce parti-là a la certitude qu'elle pourra mobiliser suffisamment de monde? Parce qu'on a dit, il faut changer, il faut que les gens adhèrent au parti, mais qu'est-ce que ce parti-là propose? Parce que pour adhérer à un parti politique, il faut d'abord être convaincu de l'idéologie du parti. Il faut que le parti-là vous propose une alternative. Qu'est-ce que ce parti-là propose et que les autres n'ont pas encore proposé? Donc moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait que ce parti-là finisse par s'associer à d'autres. Si réellement les cadres qui sont dans ce parti-là veulent un jour occuper un poste de responsabilité, bien occuper des postes de députés, maires, ainsi de suite, il faut qu'ils s'associent à d'autres partis qui ont la même philosophie.
que le parti. Alors, je veux fortuner, mais oui, lorsqu'on analyse les dynamiques ces dernières années du parti Union démocratique UDPN, qui est devenu aujourd'hui Renaissance nationale, on se rend compte que le parti a connu, on va dire, des déboires, a connu, on va dire, diverses fortunes. Évidemment, allusion pas du tout faite à votre prénom, a connu diverses fortunes. Et puis, il y a eu cette fusion ratée avec le bloc républicain. Il y a eu l'éviction de la présidente désignée pour remplacer Claudine Afiavi-Prudencio. Aujourd'hui, on parle d'une refonte, on parle de conquérir pour renaître pour conquérir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie refonte ou c'est vraiment du saupoudrage institutionnel? Non, moi je pense juste que, en fait, je vois juste à travers ce changement d'identité-là un léger maquillage, il n'y a rien de plus que ça. Je ne vois pas fondamentalement ce que ce changement d'identité-là apporte à cette formation politique. Je pense que les partis politiques existent pour aller à la conquête du pouvoir, pour arracher le pouvoir et pour l'exercer. Et quand vous faites le point justement de l'existence de l'SUDBN, aujourd'hui Renaissance nationale, vous vous rendez compte que c'est un parti qui, en termes d'actifs politiques, n'a pas grande chose à revendiquer, à part peut-être les faits d'âme que vous avez cités tout à l'heure, changement de présidence, fusion ratée, tel ou tel autre événement. On ne voit pas véritablement qu'est-ce que cette formation politique-là a d'important qu'elle peut aujourd'hui nous apporter ou vanter sur l'échiquier politique national. Je pense que le plus important là où nous sommes, ce n'est pas un changement d'identité. Encore que je me demande ce que ce changement d'identité-là peut apporter. Est-ce que l'ancien logo du l'UDBN était déjà suffisamment connu sur l'ensemble du territoire national de la population ou même des militants du parti? Est-ce que ce parti-là peut revendiquer des militants au-delà peut-être de l'arrondissement de Godomé ou de la commune d'Abomey-Calavi? C'est la question qu'il faut se poser. Que vaut cette formation politique-là dans les autres départements du pays? Est-ce que l'UDBN, est-ce que si aujourd'hui on va interroger le Béninois, je ne sais pas, de Karimama ou de Prékété ou de Malanville ou même de Dassazoumé, est-ce qu'il connaît suffisamment l'UDBN pour dire, voilà, au nombre des partis politiques que nous avons sur l'échiquier politique national, il en existe un qui s'appelait UDBN, qui a tel logo, dont le logo est matérialisé par tel ou tel emblème, et qui plus est aujourd'hui brutalement un changement d'identité. Pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Et lorsque j'ai écouté les interventions, qu'il s'agisse de la présidente du parti ou des autres intervenants que j'ai un peu suivis, je ne vois pas quel est l'élément motivateur, quelle est cette source-là fondamentale qui explique aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, ce changement de nom, ce changement d'identité. Vous avez un parti politique dont l'identité n'était suffisamment pas connue et dont vous décidez du jour au lendemain de changer en plus son identité, de lui redonner une nouvelle identité pour reconquérir ou pour conquérir le pouvoir. Je ne trouve pas, j'ai de la peine à faire le lien, à faire la similitude entre ce changement de nom d'identité et cette envie-là d'aller conquérir le pouvoir politique. À moins, je ne suis pas membre de cette formation politique-là, à moins qu'il y ait des éléments qui nous échappent et que peut-être les responsables du parti n'ont pas encore versé sur la place politique. Sinon, de mon point de vue, ce que cette formation politique-là a à faire de plus important aujourd'hui, c'est comment est-ce que 2026, on la prépare. Comment est-ce qu'on va à cette élection générale-là qui comporte plusieurs, on va dire d'autres sous-élections, comment est-ce qu'on va à cette échéance-là, surtout que juste là, vous observez que c'est une formation politique qui se la joue un peu solo après son mariage raté avec le bloc républicain. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, cette formation politique-là pèse ses chances, se dit qu'elle a quelque chose qu'elle peut faire valoir si elle décide toujours de faire cavalier solo à l'heure où on prône les grands rassemblements politiques dans notre pays, à l'heure où la plupart des formations politiques, et quel que soit leur cas, même les plus grands partis que nous avions connus par le passé, qu'on peut, entre griffes tassées de partis nationaux, ont à un moment ou à un autre fini par comprendre que dans la dynamique, dans la logique politique qui est désormais celle de notre pays, il faut aller vers les grands ensembles, il faut intégrer les grands ensembles. Et donc, dans un cas de figure comme celui-là, vous vous surprenez, vous vous étonnez, et puis vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'un parti politique qui n'arrive fondamentalement à rien gagner veut toujours faire carrière solo et en plus décide de changer ses identités et ses marques à mi-parcours. Très bien. Alors, Ange Banoué, lorsqu'on
évidemment, lorsqu'on analyse aujourd'hui le paysage politique de notre pays, on se rend compte que les forces en présence arrivent quand même à davantage se faire distinguer. On voit très clairement à peu près les composantes de la classe politique de notre pays, ou les forces politiques en présence, pour peu qu'elles ont, en tout cas celles qui démontrent vraiment de l'envergure. Et aujourd'hui, on a du mal à pouvoir situer la Renaissance nationale sur cette carte-là qui semble être déjà dessinée et qui, visiblement et manifestement, ne compte pas s'estomper de suite. Écoutez, il y a 9 mois de cela, quand Madame Claudine Prudencio a été en griffe remplacée à la tête de l'Institut national de la femme, on était le 15 mars 2023, donc 9 mois jour pour jour environ, parce que le 16 décembre 2023, elle sort de son silence d'une manière ou d'une autre pour avoir maintenu le silence, parce que jusque-là, personne n'a su les véritables raisons de façon officielle qui l'ont amené peut-être à quitter la tête de l'INF. En dépit de la déclaration qu'avait faite le 17 mars, du porte-parole du gouvernement qui disait qu'à l'issue des échanges entre le chef de l'État et Mme Claudine Prudencio, il s'était convenu sur ce qui intéressait le mieux à Mme Claudine Prudencio. Aujourd'hui, on peut bien faire le lien de son départ de l'INF. C'est sûr et c'est certain, elle aurait certainement préféré la chose politique certainement aux attentes par rapport à l'institution. Et lorsque vous prenez également cet aspect et que vous venez sur aujourd'hui la naissance, sinon le maquillage qui a été fait en partant... Vous parlez de maquillage aussi ? Dans une certaine mesure. Parce que pour quelqu'un comme moi qui prône par exemple, qui est la confidence des grands leaders qui restent dans le temps, et dans la dynamique du système partisan, où on veut par exemple avoir des partis d'envergure, des partis qui restent dans le temps, et qu'on a vu déjà l'UDBN créé en 2010, qui quelques années après a changé, l'acronyme est resté UDBN, mais toujours on a gardé l'UDBN après la réforme du système partisan également pour donner Union pour le développement du Bénin nouveau. Et quelques années après la mise en conformité avec le système partisan, on vient maintenant pour devenir Renaissance nationale. Vous voyez qu'il y a une forme de... il n'y a pas une suite dans la mesure où l'identité du parti, en dépit de l'identité visuelle qui a été dans une certaine mesure maintenue à quelques différences près, c'est que dans le temps, c'est que qu'on le veuille ou pas, le parti UDBN est en train de s'essouffler et de s'étioler. Au lieu de rester dans la dynamique aujourd'hui, de créer peut-être une dynamique en son sein, peut-être en maintenant le nom, et créer une dynamique qui va permettre que le parti puisse s'élargir ou carrément de fusionner dans d'autres ensembles. Parce que lorsque vous regardez par exemple, lorsque vous prenez ce qui est servi aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu des élections générales 2026 a fait que déjà c'est déjà la veille d'âme au sein des chapelles politiques, et que peut-être cette volonté de rebondir, de pouvoir apporter du neuf au devant de la scène, pour moi, ce n'est pas le changement d'une identité visuelle et d'une dénomination. C'est plutôt aller au-delà. On aurait peut-être pu attendre de parti faire un travail de fourmi, ou pour tout au moins communicationnel, en dépit de ses activités de terrain, pour mettre en valeur ces nouvelles perspectives et créer une dynamique autour de ce challenge-là que le parti entend relever. Mais changer juste de nom et d'identité visuelle, c'est que on est même dans un pays dont lorsqu'on prend la proportion en griffe des intellectuels qui pourraient facilement reconnaître le nom du parti ou le logo, véritablement, politiquement, ce n'est pas une bonne recette. Donc, Alphonse Mossoulé, est-ce que la conclusion qu'il faut tirer justement au détour de ce congrès, c'est qu'on laisse, comme on le dit, le serpent et on tape dans l'herbe? Oui, et je dis, on a changé de nom, on n'a pas changé d'idéal. Et je dis, moi, il faut qu'on commence par clarifier les choses. Qu'est-ce que la Renaissance nationale apporte au Bénin? Quelle est la plus-value? Voilà, quelle est la plus-value que ce parti politique-là a déjà apporté? Je dis, il faut revoir les choses. Qu'est-ce qui a fait que le mariage avec le BN n'a pas marché? Quelque part, quelqu'un veut garder son image en gardant son parti comme ça, chasse gardée. Il faut que ce parti-là. Il y a d'autres partis, il y a la Renaissance nationale, il y a Mouel Bénéa. Les petits partis-là n'ont qu'à s'associer aux grands, sinon les élections générales de 2026 vont leur échapper. Et ils vont dire, écoutez, on a créé, parce qu'on ne crée pas les partis politiques pour les beaux yeux de quelqu'un, on crée les partis politiques, on y met les moyens pour conquérir le pouvoir. Mais quand vous vous êtes lancé dans l'expérience et que ça n'a pas marché, associez-vous à ceux qui ont déjà l'expérience.
confiance. Qu'est-ce qui empêche Moël Ben et la Renaissance nationale de revoir les choses avec le bloc républicain? Entre-temps, on a vu Moël Bénin qui avait travaillé avec l'Union progressiste. Qu'est-ce qui empêche ces partis-là, s'ils veulent vraiment exercer le pouvoir, de s'associer aux grands, de faire leur expérience? Ils peuvent occuper des postes de responsabilité dans ces partis-là et mettre au service de ce parti leurs idéologies, leur philosophie, pour que désormais, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous avons 3 grands partis. Nous avons l'UPL, le Renouveau, le FCBE et puis LD, ça fait 4. Donc ils peuvent trouver parmi les 4 là des partis qui répondent à leurs aspirations et s'associer à ceux-là, parce que chaque fois c'est les mêmes personnes. Et puis bon, mon confrère l'a dit, bon, ça n'a pas dépassé Calavi, ça ne dépasse pas Calavi. Tout le monde dit que c'est un parti de Calavi. Moël Bénin dit que c'est un parti de Hawaïa dans Dassa là-bas. Donc il faut que ces partis-là prennent de nouvelles résolutions pour dire nous voulons faire la politique, on fera la politique avec les grands. Alors, Josué Fortuné Mewenu, est-ce que vous pensez, d'accord, que le parti n'a pas bien fait son diagnostic en décidant de changer de nom plutôt qu'en se fondant dans un grand ensemble super puissant qui peut leur permettre, pourquoi pas, de continuer par résister? Non, je pense qu'il ne sert à rien de s'inscrire dans une logique de caprice à changer l'identité ou à changer de dénomination. Excusez-moi du peu, mais on ne change pas le nom d'un parti politique ou l'identité visuelle d'un parti politique comme on pourrait changer son tricot sous sa chemise. Non, ça répond, je pense, à une logique. Et les grands partis qui conservent sur la durée, sur des dizaines d'années, voire même au-delà de cela, qui conservent leur nom, leur identité, qui ne changent pas, c'est des choses qu'il est difficile de faire, d'inculquer dans la mémoire collective, de faire admettre, accepter à l'électeur, aux citoyens, voilà qui nous sommes, voilà à quoi nous ressemblons, voilà comment est-ce qu'il faut nous identifier. Je le disais tout à l'heure, on a une identité qui n'était pas suffisamment connue et on décide brutalement de s'en donner une nouvelle autre. Je ne sais pas à quoi cela peut répondre. Pour en revenir à votre question, aujourd'hui, c'est clair que nous sommes à l'heure des grands rassemblements et les partis qui ne s'inscrivent pas dans la logique des grands rassemblements, de mon point de vue, ont peut-être 2 problèmes. Le premier problème, c'est la peur de déposer sur la table ce qu'ils valent fondamentalement. Lorsque je prends un parti comme Renaissance nationale aujourd'hui qui décide, si ce parti-là décide d'adhérer à un bloc aujourd'hui, tout au moins, la première des choses qu'on pourrait faire, c'est d'évaluer quel est l'actif ou quelle est la valeur, on va dire, du point de vue politique de cette formation politique-là. Donc, lorsqu'un acteur politique, lorsqu'on connaît les détails électoraux du pays à peu de choses près, lorsqu'on s'assoit entre acteurs politiques, quand on veut se parler dans un discours de sincérité, dans un discours franc, ce que vous valez, tout le monde sait avant de venir à la table de la discussion. Donc, lorsque vous venez, que vous n'avez pas grand-chose à mettre dans la balance, c'est difficile à l'heure où tous les grands partis ont déjà adhéré, à l'heure où tous les grands ensembles ont déjà fini de se fondre dans la masse, que vous venez à la dernière, alors que fondamentalement sur la balance, vous ne pesez que quelques centigrammes. C'est difficile de venir, de faire le débat. Donc, j'ai peut-être l'impression qu'il y a cette peur-là au niveau de certains partis politiques. Et tant que cette peur-là va exister au niveau de certains ensembles, comme de certains partis, comme Renaissance, de noter un soulagement surtout pour ces investisseurs ou ces entrepreneurs, en tout cas ces acteurs du secteur privé qui peut-être naïvement ou de bonne foi ont contractés dans le cadre de ce projet-là, qui certainement n'en sont pour rien, ne sont fautifs du rien, mais ont été frappés de la chicotte collective qui devait frapper tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient mêlés au PPEA2. Donc aujourd'hui, on peut noter que c'est un soulagement pour ces personnes-là qui, quand même, depuis 2018, quand même, la commission interministérielle a travaillé depuis 2018. Et donc aujourd'hui, si on en vient à une situation qui voudrait qu'on estime du lot quand même une petite partie, parce que c'est vraiment une infime partie, ceux qui bénéficieront de remboursement, c'est vraiment infime par rapport à tout ce qui a été engagé dans ce projet-là. Il faut saluer ce soulagement-là. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que la justice a prononcé un non-lieu et ne nous revient pas à nous en tant que débatteurs de venir remuer le couteau dans la plaie ou de venir réveiller les démons somnolents. Mais je pense quand même qu'il serait bien qu'à un moment ou à un autre, on finisse par comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que autant de sous ont pu être dilapidés en ce laps de temps-là et qui ont été les véritables acteurs qui
ont siphonné autant de ressources dans notre pays. Parce que n'oubliez pas que c'est l'argent du contribuable néerlandais et que depuis l'éclatement de cette affaire-là, il y a quand même eu les relations entre le Bénin et les Pays-Bas se sont quelque peu grippés, et cela va de soi parce que lorsque le contribuable d'un autre pays dégage des ressources pour permettre à un pays partenaire ou à un pays avec qui on entretient une bonne coopération de pouvoir bouger au plan développement, surtout dans un secteur aussi vital, aussi sensible que le secteur de l'eau. Quand on parle du secteur de l'eau, vous voyez un peu de ce dont il est question. Et lorsque je ne regarde pas Cotonou, je ne regarde pas le littoral atlantique, je regarde une certaine partie du territoire national et je vois un peu ce que les populations vivent en termes de martyrs, en termes de douleur, en termes de souffrance par rapport à la question de l'eau. Lorsqu'on dégage des ressources pour un secteur ou un projet aussi sensible et qu'il se trouve des personnes qui se sont amusées avec, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut que quelqu'un ou quelques personnes puissent nous expliquer véritablement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a lieu de saluer peut-être, si je peux le dire ainsi, cette volonté-là de faire bouger un peu les lignes concernant le PPA 2. Mais je crois que ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Il reste beaucoup, mais bien d'autres choses qu'on voudrait qu'on élucide à propos de cette affaire-là. Saura-t-on un jour, mon cher Ange Banoin, saura-t-on un jour qui sont ceux-là qui sont les fautifs dans ce dossier? Écoutez, ou après le paiement des dettes, on sera passé rapidement. De mon point de vue, je pense que c'est un dossier qui a des accointances qui, ma foi, ne permettront peut-être que lorsqu'on aura peut-être eu un journaliste qui aurait voulu véritablement aller au-delà des décisions judiciaires, parce que le non-lieu aussi a un délai pour pouvoir, par exemple, interjeter appel. Et là, nous sommes déjà à plusieurs années après ce non-lieu. Et on a vu également que c'est un non-lieu qui cache des non-dits. Dans une certaine mesure, pour le journaliste, tant qu'il a dit, tant que nous avons des ombres, des doutes, lorsque nous avons des suspicions, il y a toujours matière à creuser. Et rien ne prouve que peut-être demain que quelqu'un aura les moyens peut-être d'aller au-delà, soit pour pouvoir véritablement montrer la réalité de ce qu'ont été véritablement les fonds, même si on nous a dit, même si suivant ce qui a été avancé, c'est qu'il y a eu qu'on a finalement découvert par exemple des forages après, etc. Mais toujours est-il que peut-être un jour, quelqu'un aura les moyens de pouvoir faire jaillir la lumière. D'accord. Alphonse ? Oui, vous croyez, moi, une fois qu'on avait prononcé le non-lieu, parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir touché du doigt le dit rapport, j'ai jeté un coup d'œil. Si on doit ouvrir à nouveau ce dossier, il faut qu'on mette à disposition le rapport pour que les gens le lisent, pour qu'on comprenne. Parce que cette façon d'éteindre les dossiers au pays, moi, ça m'embête un peu. Cette façon d'éteindre les dossiers de corruption, moi, ça m'embête. Ouais, c'est des milliards que un autre pays nous a donné pour nous aider à nous développer. Les gens ont fait yo-yo avec l'argent. Après, c'est l'État béninois qui rembourse. On a remboursé les sous. On a fait un collectif budgétaire pour rembourser les sous parce qu'il fallait rembourser les sous pour l'image du Bénin. Il y a ce dossier-là. Regardez récemment, Carlos Adouano, 40 milliards de l'argent du contribuable béninois a disparu. On dit que le rapport est disponible. Depuis, on n'en fait rien. C'est pas bon. Quand vous tombez lever contre la corruption, il ne faut pas encourager ces actes-là. Si quelqu'un est impliqué, même si c'est votre partenaire politique, même si c'est un soutien, il faut montrer aux gens qu'on ne doit pas s'amuser avec l'argent qui doit aider le Bénin à s'engager sur le but du développement. Ça pose des problèmes. Et la génération montante se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Entre le dire et le faire, le fossé est grand. Il faut corriger ça. Moi, je voudrais qu'avant la fin du second mandat du chef de l'État, les gros dossiers de corruption qui ont été dénoncés, que ces dossiers-là aillent à leur fin pour qu'on puisse situer les responsabilités. Parce que ne pas chaque fois situer les responsabilités encourage les gens. Écoutez, regardez tout le dispositif. La justice a situé à sa manière les responsabilités. Regardez tout le dispositif que le régime Talon a mis en place. Pourtant, il y a des gens qui continuent de toucher à l'argent du contribuable béninois. Et chaque jour, c'est des gens qui passent devant les tribunaux, qu'on envoie en prison. Mais ça n'a pas découragé les Béninois. Continuent pas à voler l'argent du contribuable. Il faut qu'on tape fort. C'est parce qu'on n'est pas allé au thème des dossiers que des gens se permettent de lui chaque fois de nous voler. D'accord, très bien. Allez, c'est parce qu'il faut peut-être dire un mot. Je pense que ce que Alphonse Soulé a dit, c'est intéressant dans la mesure où vous ne pouvez pas être un média ou un journaliste d'investigation, quel que soit votre niveau d'intérêt pour des questions du genre, si vous n'avez pas
pas accès à des rapports, si vous n'avez pas accès à des documents, si vous n'avez pas accès à certaines informations qui parfois sont mises sous boisseau. Et là, par exemple, je pense que c'est une manière aussi de permettre aux médias de jouer leur rôle de veille par rapport à certains dossiers qui éclaboussent souvent la République, qui parfois dans l'opinion, ça peut paraître véritablement assez tangible, mais peut-être avec les enquêtes et les investigations par comme on dit, une presse indépendante, pouvoir amener l'opinion à statuer sur la situation, parce que dans 100 ans, 1000 ans, tant que véritablement il n'y aurait pas véritablement une enquête indépendante, en dépit des rapports et consorts et des accointances politiques et autres, toujours est-il que l'ombre va toujours, il y aura toujours quelque chose qui va demeurer dans le vous missionnez pour? Je ne suis pas le seul journaliste au Bénin, il y en a plein. On connaît également le goût de l'investigation. Voilà, donc Josué a un goût particulier pour l'investigation. Et il y en a beaucoup même qui travaillent en sourdine. Donc, je ne sais pas s'il va accepter d'aller sur ce terrain. Il faut la disponibilité de l'information. Même s'il doit y aller, je sais qu'il ne le dira pas sur ce plateau. Allez, c'est pourquoi on va refermer ce dossier lié au PPA et ouvrir donc la page interne de ce forum de discussion. Parler du Niger. La CEDEAO reconnaît officiellement désormais qu'il y a eu coup d'État à Josué. Est-ce que finalement, on va dire que c'est tardif, mais c'est quand même réaliste? Vous parliez de Yoyo tout à l'heure. Je pense que la CEDEAO sur le dossier du Niger a passé son temps à faire du Yoyo et finalement s'est laissé rattraper par la réalité des choses. On aurait pu, dès l'entame, au lieu de faire la sourde oreille, reconnaître simplement les choses telles qu'elles sont. C'est vrai que c'est difficile pour une instance régionale de la trame de la CEDEAO d'admettre comme ça ou d'accepter comme ça qu'il y a eu un changement brutal de régime, qu'on passe d'un régime démocratique à un régime militaire dans un pays membre de l'Union de la communauté, mais c'est un fait. Et quand ça arrive, il faut prendre acte de cela, faire avec les conséquences et avancer. Moi, je pense que ce qui aurait été bien de faire, c'est d'engager la réflexion en amont pour qu'on n'en arrive pas ou qu'on n'en arrive plus dans nos pays à ce genre de situation. Et pour qu'on n'en arrive plus à ce genre de situation dans nos pays, il faut que les dirigeants de nos pays, lorsqu'ils se réunissent à l'occasion de ces sommets, de ces rencontres-là, des instances, puissent se dire la vérité. Parce que j'ai l'impression que véritablement personne ne se dit la vérité. On vient pour se contenter, on vient pour se cajoler, pour se caresser, et chacun retourne dans son pays, retourne entre griffes à ses bêtises et fait ce qu'il a fait. Et la conséquence, c'est ça. Lorsque vous êtes dans un pays, lorsque votre population, lorsque vous n'êtes pas en harmonie avec votre peuple, lorsqu'à un moment donné, le peuple sent qu'entre ses dirigeants et lui, il y a une décadence, je crois que c'est ce genre de choses qui arrivent. Et ce qui aurait été bien dès le départ, c'est que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est cherche plutôt les voies et moyens pour résoudre la question du Niger plutôt que d'avoir brandi tout le temps le bâton. On a brandi tout le temps le bâton n'a pas marché et finalement on commence par passer la carotte en dessous du bâton. Ce n'est pas ça, de mon point de vue, ce n'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, la CEDEAO se retrouve, après avoir convoqué des assises auxquelles on a invité des dignitaires ou les barons du régime, de l'ancien régime, après avoir joué à ce micmac-là, aujourd'hui admet officiellement que le Niger ne fait plus partie de la communauté. Mais déjà, dans les faits, le Niger ne faisait plus partie de la communauté, puisque des sanctions, excusez-moi du peu, mais de très lourdes sanctions ont été engagées contre le pays. Donc aujourd'hui... On parlait toujours de tentative de coup d'État. Non, pour moi, il ne faut pas jouer avec le vocabulaire quand on est face à des situations aussi sérieuses, face à des situations aussi périlleuses. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le Niger, malgré tout ce qui a été dit, malgré toute la menace, malgré la menace de faire une intervention militaire, une intervention armée pour libérer l'ancien président ou le président déchu, Mohamed Bazoum, malgré tout ce qui a été annoncé ou avancé par le Niger n'a pas tremblé. On a observé que les responsables de la jeune sont restés dans une fermeté, j'ai envie de dire, dans une fermeté froide. Ils sont allés jusqu'au bout de leur intention. On est presque insolente en plus, en allant même jusqu'à créer l'alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Mali. Donc lorsque vous voyez ce genre de signaux et que vous observez qu'après avoir engagé la concertation ou l'union au plan politique, au plan sécuritaire, que ces pays-là décident maintenant d'aller vers une alliance économique, vous commencez par vous poser des questions. Et j'ai eu l'impression que ce sont ces éléments-là qui ont mis en quelque sorte la pression à la CEDEAO pour qu'elle commence par se dire attention, on est en train de perdre du terrain, on est en train de perdre de la main, on est en train de perdre du territoire. Donc il faut reconnaître. Le fait de reconnaître aujourd'hui qu'il y a eu coup d'État au Niger, que l'ancien président Mohamed Bazoum n'est plus président du Niger, qu'un nouveau, pour moi c'est tardif. C'est tellement tardif que ça ne produit aucun effet. C'est comme un coup d'épée dans l'eau fondamentalement. La preuve, le général
Tiani a pris la parole à la télévision nationale nigérienne, mais n'a prononcé aucun mot ni quant à la libération du président Bazoum, encore moins à ce communiqué de la CEDEAO. 5 mois sont passés entre ce coup d'État-là et cette reconnaissance aujourd'hui de la communauté des États de l'Afrique économique, des États de l'Afrique de l'Ouest, Ange Banouin. Est-ce qu'il ne vaut quand même pas mieux de reconnaître là, de faire face à la réalité, d'engager des discussions pour la libération de Mohamed Bazoum, qui probablement va devoir signer sa démission, parce que c'est là le véritable problème, c'est parce que Bazoum refuse de signer sa démission. Ben, vous savez, la question avec la CEDEAO et la gestion des conflits au sein des États, c'est comme marcher sur des œufs, hein, parce que moi, je ne m'attends personnellement pas à un chef d'État démocratiquement élu venir devant micro et caméra pour pouvoir applaudir, par exemple, un coup de force militaire. Parce que là, on passe de la démocratie à l'autoritarisme. Et même si on peut penser que la CEDEAO peut-être a fait de l'atermoiement par rapport à la réalité, c'est que véritablement ce n'est pas la CEDEAO de proclamer qui que ce soit, c'est aux États, c'est aux populations de reconnaître qui est le leader. Et lorsqu'on fait par exemple une typographie des différents putschs que nous avons la plupart du temps, depuis les années 90 où il y a le renouveau démocratique, il n'y avait plus trop de coups d'État pour saut d'humeur, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. La plupart du temps, les coups d'État qui sont facilement reconnus dans pas trop longtemps, c'est qu'il y a souvent des mouvements populaires. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? On a constaté que du jour au lendemain, des militaires se lèvent et prennent en otage le chef d'État. Et puis voilà. Donc, vous voyez que sur cet aspect-là, par exemple, il n'est pas de bon ton qu'une institution comme la CEDEAO puisse d'emblée, dès les premières heures, acclamer cela en disant nous donnons carte blanche. C'est comme si nous ouvrons une boîte de Pandore, nous disons, on dit alors, dès que par exemple des militaires ont envie de pouvoir qu'ils prennent en otage un chef d'État et puis qu'ils se proclament. Voilà, et voilà. Et parfois aussi, toutes les mutineries ne portent pas long feu. Donc, il fallait un temps d'observation. Et moi, je dis, parfois, nous, populations, on attend, c'est pas parfois, les populations attendent peut-être une CEDEAO des peuples plus qu'une CEDEAO des acteurs politiques. Parce que le véritable problème, c'est quoi? C'est au niveau de la gouvernance de l'institution, parce qu'on se dit à un moment donné que ça devient un précaré. Lorsqu'on regarde les chefs d'État de la CEDEAO, que pratiquement ça devient un syndicat qu'ils se défendent. Mais lorsqu'on lève ce clivage de point de vue par rapport à ce qu'on sente en griffe un syndicat comme certains le taguent, c'est qu'il y a des velléités. Il y a des velléités parce qu'au départ, la CEDEAO, c'est d'abord une union économique. Mais après, on a constaté que pour l'intégration, il faut prendre en compte des aspects politiques. Et on ne peut pas, quand on dit la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. La CEDEAO, tant que nous allons rester toujours dans les carcans économiques, intégration, et que nous n'allons pas aller au-delà pour faire une grande ouverture, on va toujours marquer les pas. Et cette union des pays du Sahel, c'est pas nouveau. Cette alliance des États du Sahel, c'est pas un fait nouveau. C'est un fait qui a daté dans le temps et qui a été éprouvé. Même l'Est Dahomey devait en faire partie. Donc, il y a par exemple des gens aussi parfois qui prennent du vieux pour nous faire du neuf, parce qu'ils ont envie peut-être... Oui, il y a une nouvelle dynamique, ça c'est évident. Il y a une dynamique qui se crée aujourd'hui dans le Sahel. Mais il ne faut pas que la dynamique de peut-être vouloir sortir peut-être du joug, comme on le dit, des grandes puissances, nous amène peut-être à créer de l'autoritarisme. Parce que là, on reviendra en plein 21e siècle à être des États où nous n'avons du respect que pour des hommes en treillis. D'accord. Ça veut dire que sur le plan de la superstructure, nous avons un problème. Il ne pouvait en être autrement. On ne fait pas partout Django. Ce n'est pas partout qu'on fait Django. La CEDEAO a voulu faire Django avec le Niger. Le Niger n'a pas tremblé. Aujourd'hui, quand le général Tiani regarde dans la CEDEAO, là, il se dit, mais qui sont ceux-là qui vont me donner un conseil? Comment gère-t-il leur pays? Comment la démocratie fonctionne-t-il dans leur pays? Il va dire, mais écoutez, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la CEDEAO n'a rien dit. Tout ce qui s'est passé au Sénégal, la CEDEAO n'a rien dit. Au Nigeria, on a dû contester l'élection de Tinubu et avant que les gens ne tranchent. Donc aujourd'hui, il faut que la CEDEAO se réorganise. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que la CEDEAO, les coups d'État interviennent comment? Vous avez la stratégie a changé. Il faut que désormais la CEDEAO prévienne les coups d'État, les tripatouilles de constitution, les troisième mandats. Il faut déjà que la CEDEAO dise, pour éviter les coups d'État, éviter de tripatouiller la constitution, parce que les militaires, c'est pas comme avant. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est suite à le président qui ne traite pas bien son peuple, parce que les trois pays là, quand ils ont fait cas du Niger, c'est... Non, écoutez, est-ce que les populations... Rien ne vraiment d'un coup d'État. Non, mais c'est ceux qui sont proches du président qui ont fait le coup. Ils savent comment le président dirige le pays. Donc il faut que désormais la CEDEAO participe à la sensibilisation des chefs d'État pour dire, si vous dirigez vos pays, il faut respecter les principes démocratiques. Sinon, quand le coup d'État va arriver, on ne t'invitera plus. Très bien.
Merci beaucoup à vous, Alphonse Moïse Soulé, analyste politique. Merci également à vous, Ange Banoué, journaliste, analyste politique, écrivain. Merci, Josué Merouinou, d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer, en tout cas apporter votre réflexion sur un certain nombre de sujets liés à l'actualité nationale et internationale. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous, les sports de Blaise Adampo qui va s'avancer ici sur ce plateau presse en conquistador, en maître, puisqu'il est lauréat, bien évidemment, du prix du meilleur présentateur télévisé, du meilleur reporter sportif télévisé, justement, voilà, au Radio Tokba Award. Et c'est bien sûr S-Qualité qui viendra sur ce plateau délivrer les informations sportives. Juste après lui, Marcel Arrossi pour la revue de presse. À tout de suite.